Le cœur de ce sujet-là, c'est des problématiques environnementales, mais également ce qui a totalement été absent de la procédure et des études d'impact au départ, c'est les conflits d'usage entre l'activité d'extraction, mais également les autres activités. Honnêtement, nous sommes face à un groupe qui, depuis 5 ans, a fait toutes les démarches, est aujourd'hui en situation et en droit d'exiger qu'on avance. On ne va pas lui dire qu'on n'avance pas sur ce sur quoi on lui avait demandé d'avancer depuis 5 ans pour quelque chose qui va de toute façon prendre 2 à 3 ans. L'extraction de sable, si elle devait avoir lieu en baie de Lannion, pourrait avoir plusieurs impacts sur les 7 îles et ses populations animales et végétales. Nous, on a voulu jouer de la transparence et on s'est fait rouler, on s'est fait avoir, parce que c'est des aspects qui nous dépassent. Tous les élus sont unanimes pour refuser cette extraction et malgré tout, on nous l'impose. Eh bien, je dis que là, il y a un vrai déni de démocratie. La population et les habitants du territoire ne peuvent retenir que les effets dévastateurs de cette extraction. Il n'y a aucun avantage, mais je dis bien aucun avantage, qui peut retomber sur le territoire. Le chantage à l'emploi de la part de la CAN, quand ils nous parlent de 24 emplois menacés chez eux, nous c'est 270, ça n'a rien à voir. C'est vrai que tous les pêcheurs s'interrogent, on ne comprend pas pourquoi nos emplois ne valent pas les leurs. C'est dans la forme des capes, c'est dans la façon qu'ont les vagues de se briser sur la côte avec un long et lâche pouf contre les rocs. C'est dans la lumière changeante, c'est dans le clair silence de ce matin d'avril. En homme qui a étudié la grammaire du granit, j'ai marché en ce lieu, en homme qui voudrait faire l'équation entre paysage et pensée. J'ai marché en ce lieu, en homme qui aime les voix et les vagues du silence. J'ai marché en ce lieu. Qui sait, peut-être, dans les temps futurs, un peu après la dernière catastrophe, un touriste curieux venu de l'espace marchera-t-il sur ce sentier, conscient de mon fantôme? Toujours ici à suivre les lignes, toujours à regarder dans la lumière. C'est ici, au nord de la Bretagne, en baie de Lannion et à seulement quelques encablures de la côte de Trébeurdin, que se trouve une ressource millénaire de sable coquillé. Elle forme une dune sous-marine, située entre deux zones Natura 2000 et non loin du secteur bien connu de la réserve naturelle des 7 îles. Après l'interdiction par l'Europe d'extraire du merle, le sable coquillé l'a remplacé pour améliorer la fertilisation des terres agricoles bretonnes et en diminuer l'acidité. La compagnie armoricaine de navigation, filiale du groupe Roulier, est basée à Pontrieux. Elle produit des amendements agricoles à partir des sables marins. En 2010, son projet d'extraire dans une dune sous-marine en baie de Lannion 400 000 m3 de sable coquillé par an, sur une période de 20 ans, est soumis à enquête publique. Les études jointes à cette enquête et réalisées sous la responsabilité de la CAN conduisent toutes à la même conclusion. Il n'y aura pas d'impact sur l'environnement de la zone. La qualité de ces études et leur dépendance directe aux intérêts de la CAN ne convainc ni les élus de tous bords, ni la population locale. Toutes les communes concernées par ce projet répondent défavorablement à l'enquête publique. Seul le commissaire enquêteur y est favorable, avec quelques restrictions.
relief sous-marin qui est quasi le même qu'en surface. Ces gros chaos granitiques, ces grosses falaises de roches que l'on peut voir à la surface, on les retrouve également sous l'eau. Ce qui fait que, de par cette particularité, on a une eau qui est particulièrement aussi claire et qui permet justement de pouvoir pratiquer la plongée avec beaucoup de bonheur pour les pratiquants. L'intérêt quand on va sous l'eau, c'est aussi de voir les choses. D'où la présence du centre ici à l'origine et puis qui s'est développé au fil du temps. Je pense qu'à partir d'une quinzaine, d'une vingtaine d'extractions répétées, on va déjà pouvoir apprécier, dans le mauvais sens du terme, cette détérioration de la visibilité. En plus d'une eau chargée, on aura un relief qui sera complètement dénué d'intérêt, puisque tôt ou tard, on n'aura plus rien qui va vivre sur cet espace voisin aux zones d'extraction. C'est tout le secteur de la plongée loisir qui risque de disparaître tout simplement en matière économique. Pour nous directement ici, centre de plongée, forcément c'est des emplois qui seront impactés. Cette réserve naturelle est d'abord la plus ancienne des réserves françaises et c'est la plus importante par rapport aux oiseaux marins. À elle seule, elle regroupe 11% des oiseaux marins de France métropolitaine. Donc elle présente des colonies assez exceptionnelles et surtout une grande diversité puisqu'il y a 12 espèces différentes d'oiseaux de mer aux 7 îles. Et il y a aussi des phoques gris et il y a toute une faune et une flore marine qui constituent cet écosystème d'une richesse vraiment extraordinaire. Alors les oiseaux qui constituent ces colonies, il y a d'abord le foot-bassan, c'est l'espèce la plus représentée avec 20 000 couples et c'est l'unique colonie française. En deuxième lieu, il y a aussi une autre espèce à forte valeur patrimoniale qui est le macaremoine. Le macaremoine, c'est une espèce qui était très répandue en Bretagne au début du XXe siècle et qui a presque disparu depuis. Et maintenant, ici, les 7 îles représentent leur dernier bastion en France métropolitaine. Mais il y a aussi des pingouins, des guillemots, des puffins des Anglais, des océanites, plein d'espèces à forte valeur patrimoniale. Les oiseaux qui viennent ici se reproduire, ils ne vivent pas là toute l'année, mais s'ils ont choisi cet endroit, c'est qu'il y a une grande richesse marine et ils sont directement dépendants de cette richesse marine. Ils sont pour la plupart piscivores, se nourrissent de poissons et il se trouve qu'il y a une forte production en poissons, surtout des poissons de petite taille le long des côtes et en particulier dans la baie de Lannion avec des lançons qui sont la nourriture de base de la plupart des prédateurs marins, pas seulement des oiseaux mais aussi des poissons carnivores et des mammifères marins. Les animaux ne vivent pas que dans leur environnement proche, mais ils sont dépendants de tout ce qui se passe aux alentours et parfois à de grandes distances. Les animaux fixés sur les rochers sont nourris par un espèce de flux nutritif qui vient de loin, porté par les courants, constitué de plancton et de sels minéraux. Et ça, donc, si c'est chargé d'alluvions par l'extraction, on ne sait pas quel va être l'effet sur cet écosystème. Donc en fait, il faudrait appliquer le principe de précaution quand on ne sait pas ce que ça peut donner. Cet environnement préservé est la marque touristique de la côte de Granit-Rose. L'économie du tourisme dans les Côtes d'Armor est le deuxième secteur d'activité. Trébordin est une station touristique, une vieille station touristique, et les gens viennent justement à Trébordin pour la qualité des plages et des eaux de baignade. Forcément, si on mesure des impacts importants sur les plages et sur la qualité des eaux, l'économie touristique en sera également fortement impactée. Et puis après, c'est tous les emplois que génère directement cette économie auprès de la restauration, auprès des hôtels, des campings et tous les acteurs liés au tourisme. Mais comment se passe une extraction ? Revenons sur la zone concernée.
Un sablier est un bateau qui aspire le sable et l'eau. Il utilise pour cela une pompe dont le bruit atteint 170 décibels. Autrement dit, sous l'eau, personne et aucun animal ne peut rester à proximité. Cependant, aucune étude n'a été menée et le problème est simplement ignoré. Dans ces cales, le sablier ne garde que le sable. Il rejette l'eau de mer qui est chargée en particules fines. C'est ce qu'on appelle la turbidité. La mer se trouble. Mais ces particules ne retombent pas que sur la zone d'extraction. Elles dérivent bien au-delà, portées par les courants en fonction des conditions météorologiques, pour se déposer sur une grande étendue de fond sous-marin, dévastant la flore qui est alors recouverte. En réaction au projet, dès 2010, une quarantaine d'associations, soutenues par tous les élus locaux, se sont regroupées dans un collectif, le Peuple des Dunes en Trégor. L'arrêté que prendra le préfet, qui définira le cahier des charges, les conditions de l'étude initiale, environnementale et socio-économique, sera pris par le préfet dans les 2 mois qui suivront. Et en septembre, je ferai une réunion donc, à Paris, à Bercy, pour faire le point sur toutes ces avancées et en parallèle pour signer une feuille de route qui, en effet, sera contraignante à l'égard de la Cannes et qui permettra de marquer, étape après étape, les recherches et les travaux que nous lui demandons. Une étude de ce genre, c'est de 6 à 9 mois, c'est ce que prévoient les textes, c'est le format classique. Et donc là aussi, je pense qu'il faut savoir raison garder. Nous sommes dans un pays parfois étrange, on a le goût du paradoxe. C'est l'impatience permanente, on voudrait pouvoir tout faire tout de suite, quand ça nous arrange, on sait ce qu'on veut. Puis quand ça ne nous arrange pas, c'est la procrastination, il faudrait que ça prenne 3, 4, 5 ans. Ça fait 5 ans que les premières études ont été faites. Bon. Donc là aujourd'hui, cet arrêté fixera le cadre des études que j'évoquais. Les incohérences administratives amènent dans la population et les élus un sérieux doute sur l'indépendance des décisions prises et perdent même confiance dans les structures décisionnelles concernées. Macron lui-même le reconnaîtra plus tard. La machine administrative est lancée. Qui peut l'arrêter ? Une étude sur l'état initial est alors commandée par le comité des associations de plaisanciers et pêcheurs plaisanciers des Côtes d'Armor. Cette étude est basée sur une complémentarité des images tournées par Jacques Lelay et des relevés scientifiques basés sur le protocole d'Ifremer réalisé par Caroline Mangeot, ingénieure halieutique. Elle met alors en évidence la richesse des fonds sous-marins les plus directement concernés par les conséquences d'une éventuelle extraction. Le 6 septembre 2016, la Cannes pratique la première extraction. Les réactions ne se font pas attendre. Ce que prélève aujourd'hui la Cannes sur les côtes bretonnes, qu'est-ce qui va effectivement à l'agriculture bretonne, qu'est-ce qui va à l'étranger et qu'est-ce qui va même éventuellement très loin où les besoins de sable ne sont pas pour l'agriculture mais pour bien d'autres usages. Derrière, nous nous battrons jusqu'au bout. Nous sommes des élus responsables, des citoyens responsables, nous représentons l'intérêt général contre des intérêts particuliers. On pêche selon les saisons, selon l'abondance du poisson, selon la demande aussi du consommateur. Zone de pêche favorite, c'est la zone du crapaud, là où est prévu le projet d'extraction de sable. Et donc des zones où il y a du sable franc, il n'y en a pas tant que ça dans la baie de Lannion, et celle-là c'est la principale. Et c'est aussi une zone que nous on affectionne, mais que les poissons affectionnent, oui, parce qu'ils s'y reproduisent et ils s'y nourrissent. Parce que pour se nourrir, ils y trouvent le lançon, donc il y a une petite espèce à la base de la chaîne alimentaire, et plein d'autres poissons, les raies, les bars, turbots, barbus. Il y a moins de diversité en faune et en flore dans la baie de Saint-Brieuc que dans la baie de Lannion. Moi j'ai fait les deux jours avant sur la zone. J'avais bien pêché ces 2 jours-là. Ils sont venus extraire. J'ai fait exprès de faire les 2 jours où ils sont venus extraire également. C'était la même semaine. Et ces 2 jours-là, la pêche a diminué de 50% chaque jour. Donc on voit que l'impact économique, il est direct pour nous. Et il fait que notre activité,
en tout cas quand ils sont là, ne devient plus rentable. Mais on est en tout 47 bateaux, 30 des Côtes d'Armor, 17 du Finistère à fréquenter cette zone-là, et on est en moyenne, je crois que c'est 2,2 ou 2,3 personnes embarquées par bateau. Donc ce qui fait qu'on est à presque 80-90 emplois directs qui vont être menacés par ce projet-là. Un emploi en mer, c'est 3 emplois à terre. Parce qu'il y a le poissonnier, il y a le grossiste, il y a le forgeron, le mécanicien. Au lieu d'avoir 90 emplois menacés, on en a tout de suite 270 emplois menacés. Cet aspect-là n'a jamais voulu être entendu par les autorités, par le gouvernement, pas faute de les avoir alertés. Et on nous a d'ailleurs jamais demandé quel était le chiffre d'affaires qu'on faisait sur zone, combien d'emplois on représentait. C'est à chaque fois nous qui avons essayé de ramener ça dans le débat, mais ils s'en foutent. Tout du long de la procédure, depuis 6 ans, personne n'a cherché à savoir. Faire 1h30 de route pour aller au Crapaud ou 1 heure de route pour aller au Crapaud, c'est acceptable l'hiver. En faire 2h30 avec le même bateau, aller et retour, c'est déjà plus acceptable et ça met en cause toute la sécurité. Donc il faudra acheter des plus grands bateaux. Et en termes de qualité de vie de famille, je vous disais, l'été, on fait minimum entre 12h et 20h en mer. S'il faut rajouter 2 fois 2 heures de route de plus, enfin, on n'a plus de vie de famille, quoi. Donc là, c'est plus faisable. Certes, un besoin existe, mais il n'est pas quantifié. Aucun chiffre sur les besoins en sable coquillé n'est disponible. Il existe pourtant des alternatives, en particulier au large, qui ne mettraient pas en péril l'équilibre fragile du secteur. La baie de Lannion a déjà connu des catastrophes écologiques, en particulier plusieurs marées noires. La population et ses élus en connaissent les conséquences et le temps qu'il aura fallu pour revenir à un état d'équilibre. Devrons-nous encore revivre des années de malheur décidées par un ministre et son administration jacobine ? Sous-marine, discrète, la dune fait pourtant bien partie de notre habitat.